à tous, c'est Ama, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le vidéo d'hier. On a parlé FOMC, on a eu le FOMC hier à 20h, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, les grandes phrases qu'il fallait retenir, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le code Roi du Marché. Vous trouverez le lien dans la description à l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, sur mes investissements. Au court terme, c'est plutôt boule ou c'est plutôt bear? On va essayer de répondre à cette question. Nous sommes actuellement en train de compresser la volatilité. On est actuellement dans un range, donc 80% en range, 20% en tendance. On est en train de faire quoi finalement? Que fait-on actuellement? On est en train d'accumuler de la liquidité, que ce soit au nord ou au sud, et dans le but d'une résolution. On est en train de prendre actuellement de la force pour aller chercher un mouvement d'ampleur. La question à se poser, c'est est-ce que c'est plutôt bouboule ou est-ce que c'est plutôt bébert? J'ai toujours ce petit scénario, je pense qu'on ira chercher les deux, personnellement. Est-ce que actuellement, par rapport à la contraction actuelle, on peut éventuellement aller chercher en dessous d'objectifs de prix ou en dessous de support ou résistance clé? Pour l'instant, je pense pas, pour être tout à fait honnête avec vous. Dès lors, dans une action réaliste et rationnelle de prise de position dans la tendance, si vous le souhaitez, on ira chercher plutôt des extrêmes ici dans cette petite boîte jaune pour aller chercher de la poche de liquidité complètement logique en vue d'un retournement et d'un directionnel, ou à l'inverse, si on préfère aller d'abord vers le nord, et à ce moment-là on ira chercher de la force, on ira chercher de la liquidité pour potentiellement retourner ce marché et aller bien en dessous des 25 000 $. Ce scénario est complètement valable. Je garde la tendance, donc je suis plutôt haussier personnellement, je vous le dis depuis plusieurs semaines maintenant, pour aller chercher notre target de gain, ici aux alentours des 42 000 $. Est-ce qu'on a suffisamment de force pour pouvoir aller chercher ces 42 000 $? Actuellement non, je pense qu'il faudra aller chercher la liquidité un tout petit peu plus en bas. Dès lors, on peut éventuellement essayer d'aller chercher des A, B, C avec une correction, avec des 1, 2 pour aller chercher des objectifs peut-être un tout petit peu plus bas. Je vous l'avais noté juste là personnellement. Est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus bas pour aller après aller chercher un peu plus haut? Oui, complètement. On essaierait de regarder où est-ce qu'on se positionne au niveau de cette 1, où est-ce qu'on positionne au niveau de cette 2. Mais honnêtement, je pense qu'on ira très probablement chercher les liquidités dans les deux sens, comme à chaque fois. Et actuellement, plutôt bull ou plutôt bear. Pour moi, je suis plutôt bull sur les toutes petites time frames et je vais vous expliquer pourquoi. Actuellement, on est toujours dans ce cas de figure-là. D'ailleurs, vous avez des magnifiques doji en weekly, on peut les regarder ensemble. Ici, rappelez-vous, vous aviez en fait une bougie de réintégration. On peut presque appeler ça en fait une Ungulfin bearish doji. Donc elle n'est pas vraiment bien confirmée puisque logiquement ça devrait venir au-dessus chercher les 31 000 $ et finalement c'est pas venu chercher les 31 000 $. Donc on peut pas la considérer comme une Ungulfin bearish pattern, on peut plutôt la considérer comme une bougie de réintégration et on a tenté en fait de la réavaler. Mais cette bougie qui est juste après, vous voyez une grosse bougie rouge ici, une petite bougie verte ou bleue ici pour moi, et ça s'appelle une bougie, une Schwezer bottom. Donc ça peut être considéré comme une bougie de retournement en vue d'une forme d'accélération. Et là vous avez une forme de hammer d'ailleurs sur cette bougie là. Je parle bien sûr en weekly. Dès lors, vous pouvez tracer deux bornes, tout simplement les 31 000 $, les 26 980 $. Si on vient accepter une bougie en weekly au-delà de ces deux bornes, vous aurez potentiellement votre directionnel. En tout cas, le marché nous aura donné une très forte indication. Si vous passez en daily, on voit des choses complètement différentes et là, on va plutôt travailler sur les moyennes mobiles. Vous prenez la 20, la 50, la 100 et la 200. Actuellement, c'est plutôt bullish. Vous voyez qu'on a bien clôturé une petite bougie en daily au-dessus de cette MA20 là, donc on est au-dessus de toutes les moyennes. Généralement, c'est plutôt bullish. Les objectifs de prise de position, vous les avez en dessous. Donc soit moyenne mobile 100, très utilisée par les institutionnels, soit la mobile 200, que moi je prendrais personnellement. Donc si je dois me réinvestir sur ce marché, si je reprends une position, ma limite minimale pour prendre une position, ce serait exactement cette moyenne mobile 200 qui fait généralement office de support dynamique. Voilà, si vous penserez à moi, si on revient sur les 22 200, donc vous voyez, je suis bien en deçà des 25 000 $, c'est ici que je prendrai une position. Ne nous y trompons pas, ça peut très bien faire ceci, on peut très bien faire un truc comme ça et aller chercher ma petite moyenne 200 pour après potentiellement repartir de plus belle, pour aller chercher tous les acheteurs à levier d'achat jusqu'au levier x10, voire levier x5, tout simplement. Le marché adore se nourrir de ces poches de liquidité. Si vous êtes une grosse baleine, si vous êtes de la smart money, si vous êtes une banque institutionnelle, vous ne pouvez pas acheter maintenant. En tout cas, c'est très difficile d'acheter maintenant. Vous allez acheter dans des zones de liquidité complètement logiques. Et la première zone pour moi de liquidité complètement logique, pour essayer de capturer un maximum de volume, c'est sur les 22 500 $.
Donc je me comporterai comme une baleine ici, et mon premier investissement, je le ferai, enfin mon nouvel investissement sur Bitcoin, je pourrais le faire aux alentours des 22 000 dollars. Ensuite, on peut éventuellement aller chercher en dessous des 20 000 dollars, donc des poches de liquidité complètement logiques qui se trouvent en dessous des précédents lots ici, qui remettrait en cause tout notre scénario, puisque là, beaucoup passeraient du mode bouboule au mode extrêmement bear. Et la question est de savoir, est-ce que ces bottoms de marché tiennent? Si c'est le cas, bah, magnifique, on sera réengagé sur ce marché. Et si n'y tiennent pas, gardons du cash pour aller chercher les fameux 12 000 dollars, tout simplement. Au moins, vous avez toute cette représentativité et cette représentation vis-à-vis de ce qu'on peut attendre vis-à-vis de Bitcoin. C'est toujours la même histoire, attendez les extrêmes. Hein, on ne peut pas malheureusement se positionner en plein milieu d'un range, sauf si vous êtes scalper ou intraday. Il n'y a pas de problème avec ça. Si vous vous mettez en 15 minutes ou 5 minutes, ce que je vous dis ne vous intéresse probablement pas. Mais si vous voulez éventuellement essayer de prendre des longues ou des shorts, hein, complètement réalistes, il n'y a aucun problème avec ça. Choisissez votre camp. Attendez bien sûr des zones logiques de liquidité. Utilisez des liquidités de stop évidents pour vous positionner. C'est là où vous avez des réelles réactions de marché. Donc, en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est les fameux fake out qu'on voit tout le temps, partout, en permanence sur ce marché, qui est un marché plutôt spéculatif et relativement volatile. Je parle bien évidemment des crypto-actifs. Attendez des extrêmes et prenez la force derrière, tout simplement. Gardez et capturez cette valeur ici. C'est ça qu'on va rechercher lorsqu'on fait plutôt du trading à levier d'achat, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire au niveau du Bitcoin. Actuellement, au niveau de l'order flow, on voit une agression au niveau des open interest juste ici. C'était post FOMC. Vous avez des top ratios, des top longs ici, qui sont top traders, pardon, qui sont plutôt à l'achat, et puis l'ensemble des comptes plutôt à la vente, un ratio long short qui est plutôt en défaveur des vendeurs ici. Donc on pense que ça va plutôt baisser dans un premier temps, puis remonter après. Bah, généralement, c'est le contraire de ce qu'il serait semblable et possiblement se passer. Donc peut-être qu'on va d'abord aller en haut, plutôt aller en bas après derrière. Il faudra être extrêmement vigilant, mais pour l'instant, pour moi, rien n'est bear, parce que je suis en train d'observer, on l'avait dit ensemble, si on fait un 0 plus 0,25 points au niveau du FOMC, bah, le plus probable, qu'est-ce que c'est se retrouver à la pointe de départ, tout simplement. Donc les fameux 29 800 dollars. Oui, on est à 29 000 dollars ce matin. On n'a pas vraiment bougé vis-à-vis de tout ça. Une information catalysante par rapport catalysante ou en tout cas une information importante à prendre en considération avant de parler du FOMC et du fameux discours de Jérôme Powell. C'est l'emploi aux États-Unis, c'est José qui nous l'avait partagé hier. Il se trouve juste ici. Création d'emplois non agricoles, ADP, au niveau du mois d'avril aux États-Unis, plus 296 000 emplois. Donc ça, c'est beaucoup puisqu'on est complètement, enfin, un exposé de plus de 100 000 au niveau du consensus. Ce sont des créations d'emplois hebdomadaires. Donc c'est relativement beaucoup, ce qui met en évidence un potentiel plan boule qui pourrait éventuellement contrecarrer des bearish long terme ici, puisque l'emploi est relativement fort. Et tant que l'emploi est fort, ben, ça accompagne des résultats et des bons résultats des entreprises. Généralement, quand vous embauchez des gens, c'est que vous avez des commandes et que votre carnet de commandes est relativement épais. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer actuellement. Vous avez le taux de chômage demain, ce sera 14h30. Actuellement, le consensus au niveau des States, c'est 3,6%. On était à 3,5, 3,6. C'est un bon temps de chômage. Hein. L'emploi est très fort aux États-Unis. Donc actuellement, d'intégrer des plans ultra bearish par rapport à tout ce qu'on peut entendre, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit sur nos analystes et économistes préférés, bah c'est aujourd'hui en fait peut-être pas la meilleure approche d'un point de vue timing. Hein, et c'est toujours le plus difficile à encadrer, c'est bien évidemment le timing. N'ayez encore une fois jamais raison trop tôt. J'ai pas plus de choses à vous dire vis-à-vis de ça, toujours ma petite boussole vis-à-vis de nos options préférées le 26 mai prochain. Je vais rafraîchir pour voir si ça a un petit peu changé ici. Hop, on y va ensemble, mais boum. Allez, 9000 bitcoins, ça a pris des profits, étonnamment. On a déjà clôturé on était à plus de 10 000 bitcoins en open interest. Donc 32 000 dollars, je pense qu'il y a des gens qui sont suffisamment bien armés financièrement pour essayer de pousser ce bitcoin au minimum jusqu'aux 32 000 dollars. Je ne dis pas qu'on va clôturer au-dessus, mais je dis qu'il y a très probablement des gens bien intentionnés qui vont très probablement essayer de défendre leur call pour aller pousser ce prix allègrement au-dessus des 32 000 dollars, à savoir si ça clôture ou pas le 26 mai prochain au-dessus. Sinon, vous avez un max pain price à 28 000 dollars. Vous voyez, on resterait dans notre range, ni plus ni moins. Ça s'équilibre. Au niveau de juin, vous avez un strike price 40 000 dollars. Vous avez 6 721 bitcoins actuellement. Vous avez aussi un strike price ici 30 000 dollars. Pas de problème avec ça. Et puis après, on me l'avait soumis, je crois que c'était pour décembre 2029. Vous aviez pas mal de trucs, je sais plus c'est un 36, non je sais plus où est-ce que c'était. Ah ouh, ouais, là il y a des gens qui sont très motivés visiblement pour fin d'année, donc soit c'est la mort assurée, soit c'est le Graal, on peut presque éventuellement l'encadrer comme ça, c'était le 29 septembre. Ah vous en avez un petit ici, 3000 sur les 60 000 dollars. Ok, pas plus de choses à dire vis-à-vis de ça, juillet, non.
Bon, ça va continuer à s'agrémenter. La boussole, elle est au mois le mois, hein, donc c'est mensualisé. Et ici, ça fait longtemps qu'on avait les 32 000 dollars par rapport à cette cyclicité de marché. On fait des jolis rallyes au printemps et on pose les bottoms en hiver. Et ben en tout cas, est-ce que ça va ou pas encore une fois se réaliser? Le mois de mai n'est pas forcément exceptionnel hein, sur les marchés financiers. C'est relativement bon hein, au niveau de Bitcoin et au niveau des marchés plus traditionnels, hein, ces fameux rallyes d'été. Mais c'est pas du plus 100% ou plus de 100%. Hein, c'est pas des bull runs d'été et puis des crashs d'hiver. Ça n'existe pas. Mais on a tendance à observer sur la cyclicité de marché que les printemps sont relativement bons puisqu'on a souvent de très bons résultats sur le premier quarter et généralement les banques et les entreprises font leurs bénéfices les 6 premiers mois. C'est pour ça qu'on a tendance à penser que c'est relativement vert ou haussier, si vous voulez, au niveau des marchés plus traditionnels. Et puis les marchés crypto ne font que le suivre. Hein. Reprenez la vidéo d'hier. Est-ce qu'on est plutôt une commodities ou est-ce qu'on est plutôt une assurance hein. C'est toujours la même chose. On a vu une conversation avec Lux par rapport à ça, avec une rationalité très pertinente et j'ai pris plaisir à échanger avec lui encore hier matin. Donc très intéressant, choisissez votre camp et n'hésitez pas à en débattre sur le Discord des droits du marché, bien évidemment. Plafond de la dette américaine, Biden refuse de négocier avec l'opposition. Bon, il a la tête dure notre ami Biden, donc il a pas envie de négocier, hein. Il connaît un petit peu le principe, hein. C'est exactement ce qu'ils avaient essayé de faire pendant l'ère Trump, et finalement ils avaient bien évidemment réussi, et Trump a bien évidemment avait lâché, et Joe Biden lâchera, et s'il ne lâche pas, ça risque d'être relativement catastrophique. Mais on le sait, hein, on a toujours cette tendance à quelques jours de l'échéance. Donc là, il parle que les États-Unis pourraient être en défaut de paiement dès le 1er juin 2023. Donc je suis très curieux de l'observer. Honnêtement, s'il l'envoie là-dedans, c'est qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Il faut juste le comprendre comme ça. La réciprocité de ce type d'événement, on le prend d'un point de vue le grand si avec un S majuscule. Si ils ne votent pas l'augmentation du plafond de la dette américaine, c'est qu'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas. C'est une conséquence, le plafond de la dette. C'est qu'il y a des choses en fait qu'on n'arrive pas à pressentir. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être, je sais pas moi, une guerre imminente. Ça peut être ce que vous voulez. Enfin, je sais pas du tout ce que ça peut être. Mais encore une fois, ce n'est pas que ça. Le problème sous-jacent. Ça va beaucoup plus profondément. Et donc, ça veut dire que ce serait même pire, finalement. Il ne faut pas prendre la news telle qu'elle. C'est la fin du monde parce qu'on ne remonte pas le plafond de la tête. C'est la fin du monde parce que s'il ne remonte pas le plafond de la tête, c'est quelque chose qu'on ne sait pas qu'il y a sous les tapis et qui devrait ressortir d'ici là. Généralement, ça n'arrive pas, puisqu'il ne se passe strictement rien sous le tapis. C'est plutôt comme ça qu'il faut l'imaginer. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il n'y a rien sous le tapis, quoi, hein, tout simplement. Il n'y a pas de Maccabée sous le tapis. Donc, il devrait remonter le plafond de la dette. Donc, c'est une négociation. Ils iront jusqu'au dernier moment. Ils savent le faire. Ils adorent faire les girouettes par rapport à ça. Mais curieux de savoir ce qui se passerait si jamais il ne le révèle pas. Je pense que Bitcoin en profiterait très allègrement, parce que ce serait l'effondrement du dollar et ce serait l'effondrement des États-Unis. Et si les États-Unis tombent, le dollar tombe. Hein. Si on n'a plus confiance en la dette souveraine des États-Unis, partez du principe qu'on n'aura plus confiance en dollars et on va propulser, sauf s'il y a le parti asiatique, j'en sais rien, qui est derrière, peut-être contrôlé dans un esprit illuminaire complotiste que Biden en fait est asiatique. J'en sais pas la moindre idée, hein. Vous savez, on peut imaginer plein de choses. On avait bien dit que Trump avait été placé par les Russes hein, aux États-Unis. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, finalement est-ce que ça a été si mal que ça? Non, pas forcément. Les États-Unis ont bien résisté, ont bien intégré la crise du Covid, etc., comme beaucoup de pays à travers le monde. On peut dire plein de choses, mais finalement, le résultat est exactement le même. Généralement, on augmente la dette, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes, et plus de dette pour plus de dette, et c'est comme ça que les États-Unis fonctionnent depuis les 100 dernières années. Je vois pas pourquoi, au 1er juin 2023, ça changerait. Donc, non-lieu pour moi, je n'en parle plus, et on verra bien au 1er juin, tout simplement. États-Unis, la Fed révèle ses taux, mais n'exclut pas une pause dans sa politique monétaire. J'ai trouvé ça sur la tribune, mais c'est pas le plus intéressant, parce que l'article le plus intéressant, il est sorti tout à l'heure, c'était aujourd'hui à 9h, la Fed accouche d'une souris. C'est sur Zone Bourse, plutôt intéressant de l'observer. On va éventuellement le reprendre ensemble, et on clôturera cette vidéo là-dessus. Donc la Fed a bien relevé ses taux de 0,25 points. C'était dans le consensus, il n'y avait pas de doute hein, par rapport à ça. Actuellement, est-ce que oui ou non les opérateurs de marché, sur les taux directeurs, intègrent un pivot? Non, ils ne l'intègrent pas actuellement. On est plutôt sur des supports, toujours à 3,37 sur les taux sur le marché secondaire. Donc ils n'intègrent pas actuellement un pivot. Et ce qu'on pourrait même observer, c'est peut-être quelque chose comme ça. Vous savez, on a beaucoup entendu parler que c'était maintenant qu'il fallait acheter les bons du trésor, etc. sur le marché secondaire.
Honnêtement, je pense pas. C'est peut-être encore un tout petit peu prématuré, puisqu'en 2008, on avait vécu là, exactement la même chose, hein, et vous aviez eu un magnifique rebond juste ici au niveau des supports, enfin au niveau des résistances. On peut avoir à peu près la même chose ici. C'est très psychologique. Encore une fois, les bons du trésor, hein, c'est un petit peu comme les marchés plus traditionnels, mais ça ne change pas beaucoup. Je pense qu'on peut avoir un joli regain d'activité s'il y a une dégradation au niveau des indicateurs macroéconomiques qu'on pourrait observer au niveau des États-Unis. Donc, moi, je pense pas qu'on va aller à la cave, hein. Je pense qu'on peut continuer à ranger ici, hein, sur des taux relativement hauts, puisque de toute manière, Jérôme Paul le dit et le redit. Bah, on vous avait prévenu, hein. Moi, mon objectif, c'est 2%, et on ira à 2%, hein, et puis tout va bien, hein. Il y a une banque qui tombe, mais c'est pas grave. Il y a, comment elle s'appelle, la Pax West de Los Angeles qui tombe, qui a perdu moins 50 ou moins 60% l'espace de 48 heures, bah, c'est pas grave. Vous avez Wall qui est en train de tomber, moins 50% l'espace de 48 heures, encore une troisième, une quatrième, une cinquième banque qui est en train de tomber, un peu partout aux États-Unis. Mais c'est pas grave, on va racheter. Et puis d'ailleurs, c'était très intéressant d'observer que le gouvernement américain a dit à JP Morgan, bon, on est d'accord pour vous voulez un petit peu de pognon, mais 13 milliards ça suffira, parce qu'on ne veut pas en fait que tout le contribuable américain soit garant en réalité de ce sauvetage bancaire. Donc c'est pour ça qu'il demande à JP Morgan de pouvoir aussi mettre un petit billet un petit billet sur la table pour dire non, je ne veux pas tout racheter. Non, mais je pense qu'ils sont sur le point de tout racheter là. Donc partez du principe que tout est à racheter, tout est à vendre. En réalité, toutes les banques sont en faillite très probablement. Et j'ai partagé un article sur Twitter, c'était donc hier, que j'ai repartagé de Tweetos, comme quoi il serait probable que plus de 50% des banques actuellement aux États-Unis soient en faillite, tout simplement, hein. Donc la question reste ouverte. Voilà, crise bancaire, la moitié des banques américaines seraient potentiellement en faillite, en terminé. Je pense que c'est plus que ça. Je pense que depuis 2008, la quasi-totalité des banques sont en faillite. Qu'est-ce qui a changé entre 2008 et aujourd'hui? Hormis quelques réglementations un petit peu plus sévères vis-à-vis de BAL 1, BAL 2, BAL 3, qui est d'abord beaucoup plus axé en Europe qu'aux États-Unis, pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que beaucoup de banques aux États-Unis sont en faillite actuellement. Mais ça tient, hein, tant qu'il y a de la liquidité et tant que les gens ne font pas de bank run, parce que c'est clairement ce qui est en train de se passer. Si toutes ces banques n'arrivent plus à payer leurs traites et n'arrivent plus à payer leurs fonds de roulement et leurs frais opérationnels, c'est bien parce qu'il y a des bank runs. Hein, vous prenez 100 milliards de dépôts dans votre banque et terminez la banque. Hein, donc ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui au niveau de toutes ces banques américaines, partez du principe que c'est exactement pareil en France. Donc on ne le fait pas. C'est peut-être comportemental, c'est peut-être instinctif, je ne sais même pas ce que c'est peut-être éducatif, si vous voulez, vis-à-vis de la France ou vis-à-vis de l'Europe. Mais actuellement, on n'est pas en train d'initier un méga bank run au niveau de la BNP, on n'est pas en train d'initier un méga bank run au niveau de la Société Générale, on n'est pas en train d'initier un méga bank run au niveau de tout ce que vous voulez. C'est typiquement américain. Banque régionale, on se barre. Et puis c'est exactement ce qui s'était passé avec le Crédit du Nord, c'est exactement ce qui s'est passé avec d'autres petites banques en 2008. Beaucoup de banques en fait françaises, c'est complètement passé inaperçu, mais ont été rachetées par des très grands groupes. Par des très grands groupes. Société Générale, BNP Paribas, Caisse d'Épargne, Crédit Agricole, etc. Connaissez-vous l'histoire? Donc je continue très rapidement par rapport à, pour pas m'éparpiller vis-à-vis de cette augmentation des taux. Voilà, en fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est pause. Voilà, ils sont prêts à faire une pause. On va le lire parce que c'est peut-être difficile à comprendre, mais en fait c'est que du bon sens si on a toute l'histoire d'avant. Si on a lu les premiers chapitres, c'est extrêmement clair et c'est extrêmement limpide, et en fait, rien n'a bougé, il nous avait prévenu encore une fois. Pour déterminer dans quelle mesure un raffermissement supplémentaire de la politique monétaire pourrait être approprié et ramener l'inflation à 2% en temps utile, le comité prendra en compte le recèlement cumulatif de la politique monétaire, le retard avec lequel la politique monétaire affecte l'activité économique et l'inflation, ainsi que les développements économiques et financiers. En somme, ils sont en train... J'ai même pas envie de dire qu'ils sont actuellement sur un fil du rasoir. C'est pas vrai, parce que tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont en fait prévu. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et je pense que les résultats qui ont amené à cette situation d'aujourd'hui ont été prévus. Et c'est pour ça qu'il nous a dit tout au début de son discours, le système financier américain est robuste et solide. Donc c'est en train, nous on a l'impression que ça prend feu de partout. Mais il faut juste comprendre que ça prendra feu, mais c'est eux les pompiers. On peut presque appeler ça des pompiers pyromanes. En fait, c'est eux en fait, ils savaient que ce qui s'était en train de faire allait en découler ce type de narratif. Donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est sous contrôle. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. C'est que tout ce qui se passe au niveau de ces faillites bancaires, notamment des banques régionales, est sous contrôle. Et c'est d'ailleurs tellement sous contrôle qu'en l'espace de moins de 24 heures, ils avaient déjà des solutions vis-à-vis du cas échéant, que ce soit sur Silicon Valley Bank, que ce soit sur Silvergate ou que ce soit encore sur First Republic. Il faut comprendre ça. Ces gens-là ne réfléchissent pas à 2 heures, c'est pas vrai. Ces gens-là, ils ont toujours une marge de manœuvre et ils ont tout déjà intégré, scénarisé.
en termes de narratif. Donc leur réaction est déjà signée. C'est déjà en fait un bout de papier comme un espèce de chèque que vous avez en blanc sur la table pour dire s'il y a un défaut de paiement, ben voilà ce qui se passe. S'il y a une banque qui tombe, ben voilà ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça c'est déjà prévu. Et il nous a prévenu puisque l'objectif, encore une fois, c'est de ramener l'inflation à 2%. Mais pourquoi? C'est ça en fait qu'il faut vraiment comprendre. Pourquoi son objectif c'est 2%? Parce qu'il a une histoire dans sa tête ce monsieur-là. Il est, je sais plus trop où, je vais essayer de le récupérer. C'est plus difficile. Où est-ce que c'était? J'ai vraiment envie de reprendre ces mots parce que ça n'a jamais changé en fait, tout simplement. Plus difficile. Hein, peut-être si je fais un difficile, est-ce que je vais retrouver quelque chose? Non. Bon, en gros, il dit tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, d'un point de vue économique, d'un point de vue taux d'emprunt, etc., par rapport aux entreprises américaines et tout ce que vous voulez. En fait, conserver pour lui un taux d'inflation haut est beaucoup plus grave sur le moyen long terme et très long terme que de faire très mal maintenant. Je vous le résume à peu près comme ça. Pas comme ça, il a dit, mais c'est exactement ça qu'il faut comprendre. C'est que pour lui, dans sa tête, si on ne donne pas le coup de grâce à l'inflation, eh ben les répercussions seront beaucoup plus graves dans le temps que si on s'évite tout de suite. C'est ça, je pense que c'est super important. Donc, par rapport à ça et par rapport à ce discours qu'il a réaffirmé, Jérôme Powell, eh ben, je comprends toujours pas pourquoi on est toujours en train de presser un espèce d'énorme pivot de la Fed. Je comprends pas pourquoi, encore une fois, au mois de septembre prochain, on price un retournement et un pivot. Il parle de pause, il parle pas de pivot. Honnêtement, ça, je le comprends pas et je pense que... Alors, soit, je ne sais pas quelque chose que beaucoup savent, est-ce qu'ils connaissent l'avenir et qu'ils savent de toute manière que ça va tout simplement s'effondrer et qu'ils n'auront de toute manière pas le choix de faire un pivot? Mais c'est pas ça le pivot en fait, s'il y a un cataclysme financier. C'est qu'on passe de 5 à 4, de 4 à 3, de 3 à 2 et de 2 à 0. C'est comme ça que ça va se passer. On va faire des sauts de lapin. Et ce sera pas tous les mois, ce sera toutes les semaines très probablement. C'est comme ça qu'on réagit à un cataclysme. Donc ce truc-là, je le vois pas. Ce truc-là, je ne l'intègre pas du tout. Pour moi, ce sera une pause longue, douloureuse et difficile. Voici les mots de Jérôme Powell. Son obsession, c'est de revenir à un taux d'inflation à 2%. C'est son obsession. Donc penser le contraire aujourd'hui est un non-sens. Voilà, j'espère que je suis très clair par rapport à ça. Il l'a dans le viseur. Et bah maintenant, faisons avec, hein, tout simplement. J'ai pas plus de choses à dire. Donc actuellement, chercher la force, on est en train d'accumuler au niveau de nos positions, au nord comme au sud. Donc la résolution sera très probablement violente, hein. Donc il faut le comprendre comme ça. Mais de là à dire qu'il y aura nécessairement un directionnel en cas de résolution, c'est exactement toujours la même chose. On veut une confirmation, on veut une acceptation et on veut une accélération. Et ce sera exactement la même chose dans l'autre sens. On veut une confirmation, on veut une acceptation et potentiellement une accélération pour aller chercher des objectifs beaucoup plus bas que les fameux 25 000 $. Et le plus probable, hein, c'est souvent ce qu'on se dit, hein, le premier qui bouge perd, bah, généralement, on a une accélération, on a une réintégration, et on va chercher les opposés, les extrêmes, tout simplement. Donc j'aurais préféré voir, pour être tout à fait honnête avec vous, qu'on vienne piquer sous les 27 000 $, qu'on fasse peur à tout le monde, qu'on vienne chercher la liquidité, on peut toujours le faire de toute manière, on peut faire ce que vous voulez, vous pouvez faire tous les gris-gris que vous voulez. Acceptation, accélération, ni plus ni moins. Ne vous positionnez pas en plein milieu du truc, là, si vous avez des longues relativement éloignées. En fait, ceci est un non-sens. Hein. De faire ça, ça ne sert strictement à rien. Vous avez à peu près 80% de chance de vous faire exploser votre longue ici. Donc faites très attention. Pas un conseil, juste une préconisation, cherchez des extrêmes et gérez bien votre risque récompense, bien évidemment. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.